Ok, bonjour à tous. Déjà, merci à l'orga d'Open Source Experience de me permettre d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, merci à vous d'être avec moi pour cette présentation. Je suis Nicolas Lepage, je suis consultant et formateur chez Zenica à Nantes. Pour ceux qui ne connaissent pas Zenica, c'est une ESN qui fait du conseil et de l'expertise, du projet et aussi de la formation. Mon activité principale, c'est développeur full stack JavaScript. Et je fais aussi pas mal de Go, mais plus par passion, sur des projets open source. Alors, durant cette petite présentation, on va essayer de chercher, de comprendre pourquoi un outil de ligne de commande peut être user-friendly, ou d'ailleurs ne pas l'être. On va s'appuyer notamment sur des exemples existants, connus de tout le monde, pour trouver des bonnes ou des mauvaises pratiques. Et puis, on va essayer de trouver d'autres idées pour être encore plus user-friendly. Je suis désolé. Ok, c'est bon. Donc petit disclaimer avant d'aller plus loin, dans cette présentation ne seront pas abordés les outils hautement interactifs, tels que les éditeurs de texte par exemple, comme Vim et Nano, ou les REPL, comme les clients de base de données, parce que en fait c'est hors sujet pour ma présentation, c'est un domaine à part entière. Alors mes premières expériences de ligne de commande à moi, j'étais un petit développeur Java dans une grosse DSI. Et puis un jour, on m'a donné accès à des serveurs de recettes pour aller débugger des JVM qui étaient en carafe. Donc j'ai demandé de l'aide au support technique pour savoir comment trouver les process qui étaient bloqués en fait. Et on m'a dit c'est simple, tu fais PSAUX, puis tu pipes ça dans un grep Java et tu vas trouver le process Java qui est en train de planter. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que je prépare ce talk, j'ai continué d'utiliser cette commande PSAUX sans jamais savoir ce que signifiaient ces trois petites lettres AUX. En fait, le A veut dire les process de tous les utilisateurs. Le X, même les process qui n'ont pas de terminaux attachés. Et puis le U, c'est pour avoir un format orienté utilisateur. Ce sont des options à une lettre, sans tiret. Donc ça peut vous paraître pas très conventionnel. En fait, si on lit la doc, ce sont des anciennes manières de faire qui viennent de BSD. Une bonne manière d'avoir des outils moins déroutants, peut-être plus intuitifs, en tout cas à l'heure actuelle, c'est d'utiliser les conventions qui sont celles des outils les plus répandus finalement. Et notamment les conventions au niveau des options. Donc les options, ce sont les flags qu'on passe aux outils de ligne de commande pour modifier leur comportement. Déjà, il va être préférable d'avoir systématiquement des options longues. Donc les options longues sont des mots précédés par deux tirets, voire même plusieurs mots. Dans ces cas-là, ils sont séparés par un tiret. On va prendre un petit exemple avec grep. Si on veut faire une recherche, donc en premier lieu en ignorant la casse, ignore case, en inversant le résultat, on va vouloir uniquement ce qui ne correspond pas à notre recherche, et puis count pour n'avoir finalement que le nombre de ces lignes. Donc on va chercher le nombre de lignes ne contenant pas needle dans stack.txt en ignorant la casse. C'est déjà beaucoup plus clair qu'un PSAUX. On comprend très bien ce qui se passe, et d'ailleurs ça va être intéressant d'utiliser des options longues quand on écrit par exemple des scripts pour automatiser des choses. Comme ça les petits copains qui passent derrière pour maintenir les scripts, ils comprennent tout de suite qu'est-ce qui se passe. Il peut être pas mal intéressant d'avoir aussi des options courtes qui correspondent à nos options longues. C'est pas obligatoire, mais c'est pas mal d'en avoir pour les options les plus utilisées. Les options courtes, ce sont une seule lettre précédée d'un seul tiret. Donc on peut simplement remplacer nos options longues par les options courtes, ici "i", "v", "c", et on peut même les grouper derrière un seul tiret. Une dernière convention au niveau des options, c'est d'avoir des options usuelles, telles que "" version. C'est les options qu'on s'attend à avoir sur tous les outils. Ou encore ""help avec sa variante ""h pour avoir l'aide d'un outil de ligne de commande. Donc ça fait quand même déjà quelques critères à respecter, ne serait-ce qu'au niveau des options. Mais ça nous garantit d'avoir des outils qui auront le mérite de ne pas dérouter nos utilisateurs. Alors je ne les ai pas inventés, toutes ces conventions, ça vient en grande partie de GNU, et aussi ce sont les options, le système d'options recommandé par POSIX. Donc les options permettent de modifier le comportement d'un outil. Et il y a un piège à éviter, on va prendre un petit exemple. Pacman, c'est le gestionnaire de paquets d'Arch Linux.
Et il a la particularité d'utiliser les flags, donc tout ce qui est précédé d'un ou de tirets, comme des opérations. C'est comme ça qu'ils appellent ça dans la documentation. Un exemple, pour installer un package, on utilise "grand S ou "-sync". Donc là, le problème, c'est que la distinction entre une opération et une option n'est pas bien claire. Elle se fait uniquement au niveau de la casse sur les flags courts. En fait, comme c'est un S majuscule, on sait que c'est une opération. Et sur les flags longs, il n'y a plus du tout de distinction. Donc ça apporte à confusion. On ne sait pas trop qu'est-ce qui est une opération, qu'est-ce qui est une option. Et en plus, normalement, les flags ne sont pas obligatoires. Et ici, Pacman attend une et une seule opération. Donc pour les outils capables de faire différentes choses comme ça, une bonne manière d'éviter ça, ça va être de faire comme Git. Git, on ne le présente plus. Et il a un système de commandes. Donc si on veut afficher l'état d'un dépôt Git, on va utiliser la commande git status. Si on veut créer un nouveau commit, on va utiliser la commande git commit. Et on va potentiellement lui fournir des options en plus, -a, -m. Donc déjà, la distinction, là, est plus claire entre les commandes et puis les options qui sont là pour donner des infos à nos commandes, pour modifier leur comportement, mais qui ne sont pas obligatoires. On peut pousser plus loin, comme Docker. Docker qui possède des groupes de commandes, par exemple Docker Image, sous lequel se trouvent toutes les commandes qui permettent de manipuler les images. Et on peut aller encore plus loin. Si vous faites du Google Cloud, le CLI G-Cloud, il a une énorme hiérarchie de groupes et de sous-groupes de commandes. Alors, on a parlé de Git, donc de ses commandes, status commit, mais il a aussi des défauts, Git. Est-ce que vous savez à quoi sert la commande git checkout? Bon, on va faire vite. Si on lit la documentation, git checkout sert à changer de branche ou à restaurer des fichiers de l'espace de travail. Donc là, problème, elle fait deux choses en fait, cette commande. En plus, le nom n'est pas clair, sans parler de la confusion avec svn checkout qui fait encore autre chose. On va dire que c'est un pattern à éviter, le pattern de la commande fourre-tout. Une commande, elle doit avoir un nom clair qui permet de comprendre ce qu'elle fait, et puis elle doit avoir un but précis. Sinon, c'est qu'il faut découper cette commande en deux, en trois. Et d'ailleurs, ça a été corrigé dans Git, dans les dernières versions. On a maintenant git switch qui change de branche et git restore qui restaure des fichiers sur l'espace de travail. Alors, je ne vous avais pas dit, mais moi-même, j'ai commencé à développer mon petit outil de ligne de commande. Il s'appelle Caption et il permet de créer rapidement des Mimikatz. Vous savez, ces images de chat avec une phrase en haut ou en bas que j'utilise pour harceler mes collègues sur Slack. Alors, j'ai respecté tout ce qu'on avait dit jusque-là. J'ai des options longues, des options courtes. Je n'ai pas encore de commande parce que c'est un petit outil. Il sait faire qu'une seule chose. Alors, le voici en action. Je lui fournis un nom de fichier. Et puis, avec l'option -b, je lui fournis la phrase à ajouter en bas de l'image. Il me génère un fichier out.jpg. Et puis, j'utilise une petite commande supplémentaire pour ouvrir le fichier avec mon système d'exploitation. Alors, comment aller plus loin? Comment faire pour que mon outil soit plus sympa, plus facile à utiliser? Il y a une première piste, ça va être l'intégration avec l'OS. Les systèmes d'exploitation ont beaucoup de fonctionnalités et il va être intéressant de s'appuyer dessus. Et le but, on va dire, ça va être un petit peu de faire sortir notre outil du cadre de la ligne de commande. Pour Caption, par exemple, eh bien, j'aimerais qu'il m'ouvre automatiquement le fichier généré pour ne plus avoir à taper une commande en plus. Donc pour ça, on va pouvoir s'appuyer tout simplement sur des commandes qui sont présentes dans les différents systèmes d'exploitation. Par exemple, sous Windows, on a la commande start. On lui donne un chemin de fichier, enfin, plus généralement une URL, et cette commande va ouvrir le fichier avec le programme par défaut prévu pour ce type de fichier. Il y a des équivalents sur les différents systèmes d'exploitation. Et l'avantage de ça, c'est qu'en plus, ça fonctionne avec tout type d'URL. Donc si on lui donne une URL HTTP, eh bien, il va l'ouvrir avec notre navigateur préféré. Du coup, deuxième petite démo. Donc on va voir, voilà, c'est déjà plus sympa. Je vous laisse regarder. Et j'utilise ma commande, je vois tout de suite le résultat.
Par contre, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'un outil de ligne de commande, c'est aussi utilisé pour automatiser des tâches, pour écrire des scripts. Donc il va être important de pouvoir désactiver finalement ce type de fonctionnalité. Donc dans le cas de Caption, pouvoir ne pas ouvrir le fichier généré. Il y a un moyen simple qui est finalement d'ajouter une option. Ici j'ai ajouté une option "-open" qui par défaut est à vrai, et je vais la passer à false si je ne veux pas ouvrir le fichier. Alors, une autre idée maintenant pour aller plus loin, ça va être de rendre notre outil de ligne de commande configurable. Je reviens encore une fois à Git, qui le fait très bien. Ne serait-ce que pour pouvoir créer un commit sur Git, il faut configurer son nom et son email. Mais on va pouvoir configurer vraiment tout un tas de choses. La clé SSH qu'on veut utiliser, même le comportement des différentes commandes de Git va être configurable. Il y aura vraiment 1 milliard de variables de configuration sur Git. Et on les modifie, on les visualise avec la commande git config d'ailleurs. Donc ça rentre aussi un petit peu dans la catégorie intégration avec l'OS, dans le sens où il va bien falloir stocker cette config dans un endroit, et cet endroit est spécifique au système d'exploitation où on se trouve, c'est pas le même à chaque fois. Pour Caption, j'aimerais pouvoir configurer mes répertoires d'images de chat. Comme ça, j'aurais plus à mettre le chemin complet du fichier, juste le nom du fichier, et puis Caption va trouver dans quel répertoire il se trouve pour moi. Par contre, je n'ai pas envie d'avoir à écrire un fichier de config à la main. Donc, on va créer un nouveau groupe de commandes, caption-dir, sous lequel on va retrouver 3 petites commandes. Add pour ajouter un nouveau répertoire d'images de chat, remove pour en supprimer un, et list pour voir ceux qui sont configurés à un instant T. Une autre manière d'aider notre utilisateur, cette fois en restant plus dans le cadre de la ligne de commande, ça va être d'ajouter un peu d'interactivité. Alors je ne parle pas, hein, j'avais dit que voilà, les outils hautement interactifs étaient hors sujet, donc là je ne parle pas de créer un outil interactif, mais un peu d'interactivité à petite dose dans des cas bien spécifiques. Un exemple avec Caption, si j'appelle ma commande juste avec un nom de fichier, on peut raisonnablement supposer que je me suis trompé et que j'ai oublié en fait, de donner le texte que je voulais ajouter sur l'image. Dans ce cas, j'aimerais qu'on me propose tout simplement de saisir le texte. Donc, petite démo. Et là, en plus, dans cette démo se cachent un petit peu les autres améliorations. Là, il va trouver le fichier dans un répertoire bien précis qui était configuré au préalable. Et en plus, je lui ai pas mis l'extension de fichier. Il est capable de trouver de lui-même les différentes extensions, etc. Alors attention, encore une fois, il ne faut pas perdre de vue voilà, que l'outil de ligne de commande sert aussi à faire des scripts. Donc pour éviter tout problème, il est important pour ce type de fonctionnalité de vérifier que l'entrée ou la sortie standard sont bien attachées à un terminal. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas déclencher le mode interactif. Sinon, en fait, le process va rester bloqué potentiellement dans un script. Alors, j'arrive bientôt à la fin sur cette partie-là. Quelques idées en plus. Conseiller et guider l'utilisateur. J'en reviens encore une fois à Git, qui le fait très bien, notamment la commande git status, qui en fonction de l'état du dépôt sur lequel on lance la commande, propose toujours à l'utilisateur d'autres commandes à taper pour avancer dans son utilisation. Comment ajouter des fichiers à l'index, comment en retirer, etc. etc. Il y a aussi le did you mean. Quand on se trompe, par exemple, quand on fait une typo dans un nom de commande, eh bien, Git nous propose des commandes qui s'en rapprochent. L'autocomplétion personnalisée. En général, en ligne de commande, l'autocomplétion, on nous autocomplète simplement le nom de fichier, mais on peut faire en sorte que notre outil autocomplète autre chose. Dans le cas de Git, il sait très bien compléter les noms de référence, donc les noms de branches, les noms de tags, etc. Avoir des logs sympas avec de la couleur, avec des emojis. Et là aussi, c'est quelque chose qu'il ne va pas falloir déclencher si la sortie standard n'est pas attachée à un terminal. Dans ce cas, ça veut dire qu'on est en train peut-être d'envoyer les logs dans un fichier. Et donc, il ne faut pas de couleur et il faut plutôt un format qui soit pas interprétable forcément par les humains, mais plutôt interprétable par d'autres programmes.
Une dernière chose, un petit peu similaire à l'ouverture automatique de fichiers qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'intégration avec le presse-papier qui peut être intéressant pour certains types d'outils. Envoyer directement, je ne sais pas, une URL dans le presse-papier ou quoi que ce soit. Alors le Caption est dispo, bien entendu, en open source. Pour info, c'est un petit projet que j'avais créé à la base pour un CodeLab. Donc voilà. Et puis ensuite, je m'en suis servi pour pas mal expérimenter justement comme ça, comment rendre un outil ligne de commande un peu plus sympa. Il est implémenté en Go et il s'appuie largement sur l'écosystème open source de Go. Donc je vais citer quelques projets. Cobra et Viper, ça c'est. Alors il existe des équivalents à ces projets-là, bien sûr, hein. Mais ceux-là sont très très connus, très très répandus. Ils ont été créés par Steve Francia, qui est actuellement lead product Golang chez Google, qui est aussi créateur de Hugo, qui est un générateur de sites statiques assez connu. Donc Cobra, ça vous permet de créer un outil ligne de commande de manière descriptive. Vous allez donner la liste des options que vous acceptez, la liste des commandes que vous implémentez, etc. Et lui, il va vous fournir tout un tas de trucs grâce à ça. Il va vous générer l'aide. Il va faire du dedumin, comme on disait tout à l'heure. Il va vous permettre aussi de faire de l'autocomplétion custom. Et quand vous implémentez ça, en plus, il fournit automatiquement, il ajoute à votre outil des commandes pour installer cette autocomplétion dans différents types de shells, les différents types de shells les plus répandus. Il est utilisé dans des très gros projets, Kubernetes pour ne citer que lui, par exemple. Et il s'intègre très bien avec Viper. Viper qui gère, lui, la partie configuration, fichier de configuration. Donc lecture et écriture dans plein de types de fichiers, YAML, TOML, JSON, etc. La bibliothèque standard de Go, à ne pas oublier, en fait, par exemple, notamment le package OS et ses sous-packages qui fournissent déjà en fait, une très très bonne couche d'abstraction avec le système d'exploitation, quel qu'il soit. Un petit exemple, les différents dossiers utilisateurs. Il nous fournit des fonctions pour trouver le home de l'utilisateur, son dossier de cache, son dossier de config, on va stocker ses fichiers de config, etc. Et puis beaucoup de petites librairies qui sont beaucoup plus spécialisées finalement. EaseTTI qui permet de tester si l'entrée ou la sortie standard sont liées à des terminaux, mais c'est une lib, elle a l'avantage de fonctionner sur n'importe quel système d'exploitation. Je crois même que ça supporte du Cygwin par exemple, donc ils ont poussé le bouchon assez loin. Oui, j'avais parlé d'intégration avec le presse-papier. Voilà, il existe des libs qui sont vraiment très très poussées là-dessus. Celle-ci m'a l'air très intéressante. C'est pas celle qui est la plus connue, qui est la plus de stars sur GitHub, mais elle a l'air d'avoir vraiment plein de features. Elle est même capable d'implémenter de la surveillance de presse-papier, c'est-à-dire que si quelque chose est collé dans le presse-papier, elle est tout de suite notifiée, etc. On peut vraiment faire des choses très évoluées avec ça finalement. Bien entendu, je parle beaucoup de Go là, mais on peut faire la même chose avec les autres langages, hein. Là, j'ai mis quelques exemples de librairies, de bibliothèques similaires à Cobra, mais pour voilà, d'autres langages, et puis il en existe encore bien d'autres et bien d'autres. Voilà quelques références, et puis j'en ai terminé. Les slides sont dispo, voilà, à cette URL. Pour conclure, moi, j'aimerais vous donner mon PS AUX idéal. J'aimerais bien avoir finalement une commande process, parce que PS finalement c'est pour process, avec une sous-commande list, process list, et puis peut-être un --all users, et puis un --filter Java pour éviter d'avoir un pipe dans un grep, etc. Voilà, merci pour votre attention. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Cool. Ouais. Vu qu'il n'y a pas eu... C'est ça. Et de même, je suis là aussi, mais voilà, on peut faire ça en mode interactif dans la salle.